c'est quoi Macathon? En fait, c'est des signes pour ceux qui ne parlent pas trop bien. Exactement. C'est des signes pour aider à communiquer quand on a des petits soucis de compréhension, de parole, de surdité, de vue. C'est un outil d'aide à la communication. Macathon, ça aide pour les personnes en situation difficile, en situation de handicap, qui ont un petit, j'allais dire un petit truc en plus, c'est la mode. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe, brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance d'Élodie Miraud, enseignante à l'école primaire publique Georges-Jean de Courtemanche dans les Pays de la Loire. J'ai toujours voulu être maîtresse d'école. Moi, ma maman était enseignante, alors j'avais la chance de rester le soir dans la classe et j'écrivais au tableau ou voilà. Ça m'est arrivé d'avoir des années plus difficiles que d'autres parce que parfois certains élèves sont compliqués, mais ça m'a jamais... j'ai toujours adoré ce métier. Le renouveau qu'on peut y avoir, la reconnaissance des enfants, le plaisir d'enseigner, de transmettre, vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les résidents sont là. On leur dit bonjour. On va faire du macathon. Et en plus, il vous a amené une petite surprise. Et on va faire les jeux de la sécurité routière. L'inclusion est un terme qu'on entend beaucoup de nos jours, une vision de société qui s'incarne dans des réalités. Et la tienne, Élodie, c'est celle d'ouvrir ta classe à des résidents d'un foyer de personnes en situation de handicap. Une réelle inspiration. Vraiment, merci pour ça. Merci à vous. Il faudrait que tu nous dises qui tu es, qu'on sache un peu qui tu es. Est-ce que tu pourrais choisir une couleur qui nous dirait le mood, l'état d'esprit dans lequel tu es en ce moment? Alors, si je devais choisir, je dirais rouge. Je suis très souvent rouge. Alors, pas pour la colère, mais plutôt pour le dynamisme et le fait que ça pulse. Parce que voilà, je suis une maîtresse très dynamique et hyperactive, on va dire. Donc, je mène beaucoup de projets de front. Caïs, est-ce que tu te rappelles comment s'appellent les résidents? Tu te rappelles de leur prénom? Non. Qui se rappelle des prénoms? Moi, je me rappelle. Personne? Alors, est-ce que vous voulez bien... C'est qui que tu connais? Ophélie. Oh, non, Ophélie, c'est pas une résidente, Ophélie? Enfin, si, elle est handicapée des mains. Elle travaille à la résidence. Alors, est-ce que vous pouvez redire vos prénoms? Alasie, Rémi, Flora et Rémi. Alors aujourd'hui, tout au long de l'année, ça tu vas nous en parler, tu accueilles dans ta classe des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce projet ? Tout à fait. Donc, il y a 2 ans, on a mis en place un partenariat avec le foyer de vie du village d'à côté. Donc, c'est une des mamans d'élèves d'ailleurs qui travaille là-bas avec qui j'avais pu mettre ça en place. Et ils étaient venus sur toute la semaine. Et à l'issue de ce projet, on avait trouvé avec ma collègue que c'était vraiment formidable. Les enfants avaient été ouverts à l'autre, à la différence. Et puis surtout, ce qui était très impressionnant, c'était les résidents du foyer. Ça leur avait fait un bien, mais c'était phénoménal. Ils étaient valorisés, ils aidaient les élèves. Et donc, on avait voulu reprolonger ce dispositif. Et donc, cette année, on a choisi le fait qu'ils viennent une fois par semaine, un après-midi par semaine dans l'école. Donc, ils viennent à 4, ils se répartissent entre les 2 classes. Et alors, au début, on a été plutôt partis sur le fait qu'ils accompagnent les élèves simplement dans leurs apprentissages. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils sont capables de mener des choses pour les enfants. Donc, on est rendu à un stade où ils préparent avec l'animatrice quelque chose qu'ils présentent aux élèves. Et l'année prochaine, là, ce qu'on a défini, du coup, c'est qu'on va travailler autour du jardin et de l'école dehors. Et donc, quand ils vont venir, ça sera vraiment dédié à ce thème-là. Et c'est eux qui vont mener avec les enfants des ateliers sur le jardinage, parce qu'ils sont très férus, a priori, dans le foyer. Donc, ils vont vraiment être valorisés dans ce sens-là. Aujourd'hui, 2 activités. Tu veux bien nous présenter ces 2 activités ? Alors, aujourd'hui, les résidents ont présenté le macathon. Donc, c'est un langage qu'ils utilisent au centre.
C'est pas le langage des signes, mais c'est quelque chose d'assez proche qui permet aux résidents de s'exprimer si y a des mots qui n'ont pas le vocabulaire ou des difficultés de langage ou émotionnelles. Et ils avaient envie de le transmettre aux enfants. Et c'est en fait très intéressant même pour les enfants parce qu'on a parfois on peut avoir des enfants avec des situations d'autisme ou de troubles sensoriels. Et nous, ça peut être aussi, personnellement, ça me forme en même temps. Et donc, ça peut être quelque chose qui est utilisé au quotidien. S'il te plaît, la main bien plate sur la joue. S'il te plaît. Et on fait 2 fois. S'il te plaît. Et celui-ci. Merci. La main sur le menton. Merci. Et puis, inversement, les élèves présentaient aussi aux résidents un atelier qu'eux avaient préparé sur la sécurité routière. Donc, les enfants avaient créé des jeux de société sur la sécurité routière qu'ils ont pu présenter et jouer avec un résident. Je dois éclairer pour rouler en vélo dans le noir. Oui, non. Oui. Alors, on demande à Alexis. Est-ce que tu dois avoir de la lumière pour rouler dans le noir? Non. Oui. Ah si, mince, il fallait mettre de la lumière pour rouler dans le noir. Tu peux enlever un bout de la voiture. Que disent les enfants à la rencontre de cette différence? Eh bien, étonnamment, en fait, ils ne nous parlent pas du tout de handicap, de différence. Pour eux, c'est des adultes qui viennent, qui jouent avec eux, voilà. Alors, on a pu avoir peut-être 1 ou 2 remarques au début de l'année sur la façon de s'exprimer ou quoi, mais c'est vraiment pas quelque chose qui les marque à leur âge. Et d'où le fait, je pense, que ce soit valorisant pour les résidents parce qu'ils ne sont pas traités différemment par les enfants. Ouais, on les renvoie pas à ça. Et que disent les résidents, eux? Ils sont très heureux, les résidents. D'ailleurs, en fait, l'animatrice me disait que pour l'année prochaine, elle va ouvrir le dispositif parce qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont très frustrées de ne pas pouvoir venir. Donc, le thème jardinage, en plus, se prête pour des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas forcément l'énergie d'être dans la classe avec des enfants qui bougent. Mais les résidents sont vraiment très contents de venir et de participer. Il y a des fois où ils ont préparé des gâteaux pour les enfants. Là, la prochaine fois, c'est l'anniversaire d'un des résidents qui va absolument faire un goûter avec les enfants. Ils sont vraiment très en joie de ça. On vous a fait une petite surprise avec les résidents au foyer. On a travaillé très dur. Et on a créé un petit livre Macathon qui regroupe tous les symboles qu'on vous a montrés. Et du coup, on va vous l'offrir. Est-ce que tu remarques des choses qui changent dans leur manière d'être à tes élèves, de ce qu'ils en disent aux parents, de ce que les parents te renvoient, de cette expérience, ça m'embête en fait de donner ce terme-là, de cette expérience de vie. Ils sont très ouverts du coup sur le handicap, les élèves. Parce alors en plus, c'est l'année des JO et donc on a parlé de paralympisme. Mais ils sont ils savent déjà concrètement ce que ça peut être en situation de handicap. Et puis, donc on fait des jeux paralympiques par exemple. Et ils me disent, ah bah oui, ça peut être on pourrait les faire avec les personnes du foyer. Ça peut être ce qu'ils peuvent vivre. Et ça permet aussi de dédramatiser pour certains élèves leur propre situation de handicap. Et on voit que tout le monde est intégré, c'est pas un problème, on s'adapte à chacun. Et ça permet de mettre en image des mots, des choses qu'on peut entendre et pas comprendre en tant que petit. Et puis, c'est aussi l'ouverture pour le futur, de se dire, parce qu'une personne est en situation de handicap, on va pas le rejeter, elle est capable de m'apporter des choses. Tout à fait. On peut être en relation avec des personnes qui sont différentes de nous. Et la différence, elle est vécue par nous, mais elle est vécue par eux aussi. Tout à fait. On fait rarement le chemin inverse. Dans notre livre, on vous a mis le pictogramme avec ce que ça signifie et comment on le signe. Donc ce sera facile une fois que vous serez à la maison avec le livre de montrer à papa, maman comment on signe et comment on parle Macathon. Si tu regardes ta classe, ton école, qu'est-ce que tu peux dire qui vient nourrir cette envie de faire une société inclusive ? Peut-être que moi, je suis moi-même neuroatypique. Donc j'avais parlé d'hyperactivité, mais je suis aussi dyslexique et haut potentiel. Et donc, de base, j'ai pas la même pensée. J'ai l'impression que les autres. Enfin, je me rends compte au fur et à mesure que je lis. Et c'est important pour moi que la classe s'adapte aux enfants, que ce soit pas l'inverse.
Et pour ça, il faut s'ouvrir aux autres, se dire qu'on n'a pas tous la même façon de penser, de réfléchir, donc de proposer diverses possibilités. Et par exemple, j'utilise pas mal le numérique dans ma classe, justement pour aider certains élèves. J'ai un outil qui est magique, c'est un stylo qui scanne et qui lit. Donc un élève qui n'est pas capable de relire parce qu'en CP, il a encore des difficultés pour la lecture, mais il ne va pas se retrouver bloqué, il va pouvoir utiliser ce crayon. On a plein de choses, les boutons qui enregistrent, donc les enfants peuvent réécouter la consigne, le bouquinou qui peut lire le livre d'un enfant. Enfin, voilà, j'essaie de diversifier le matériel pour que chacun trouve son besoin. Et puis le fait de faire ça, ça stigmatise pas un enfant. Il n'y a pas « Ah, cet enfant-là, de toute façon, il n'y arrive pas, il a besoin tout le temps de la maîtresse ou quoi ». Non, on a tous besoin de choses différentes et chacun va piocher son besoin. Et donc, c'est à disposition de tous les élèves. C'est pas un outil spécifique pour un élève en fonction de sa manière de fonctionner. Pas du tout, puisqu'en plus, on se rend compte que les enfants, tous, à différents moments, n'ont pas besoin des mêmes choses. Il y en a qui vont prendre les jetons, d'autres qui vont aller prendre les petits cubes, ou d'autres rien du tout. D'autres, leurs doigts, et j'en vois encore qui se cachent. Je leur dis, mais non, en fait, les doigts, allez-y, quoi. Même moi, des fois, je suis encore en train de compter, donc il n'y a pas de souci. Laura, tu fais un symbole, mais tu te tais. Pour que les enfants doivent trouver. Alors, qu'est-ce que tu peux faire comme geste? Tout simple. Allez, perds pas de temps. Maman. Non. Yes. Ah si, ça c'est maman en plus. Pardon. Ça va. Bravo, Amaya. Bravo, Amaya. Très bien. Dans ta classe, est-ce que tu peux nous décrire un truc dont tu es particulièrement fière? Toute la classe. Non, j'adore. Ma classe, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que quand je suis arrivée, c'était des tables un petit peu classiques. Et donc, j'ai monté tout un projet NEF, notamment, où j'ai eu des très gros financements pour aller vers le flexible. Et il y a des outils qui sont très, très utiles. Les tabourets culbuto fonctionnent très, très bien. Les enfants qui ont un trouble de l'hyperactivité, même des enfants sans trouble, mais qui ont besoin de bouger, voilà, là, ils peuvent bouger juste les fesses et travailler. J'ai des tables, en fait, triangulaires, qui se déplacent, qui sont modulables. C'est très facile à bouger. Les vélos bureaux, alors là, les enfants adorent. Il y a toujours quelqu'un dessus. Donc voilà, c'est plein de petits outils, mais qui sont là pour permettre à tous de se sentir bien et avoir le matériel adapté à un moment T aussi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas cette table-là, l'enfant, il adore, il va l'avoir tout le temps. C'est comme nous, on a envie que ça change, que ça tourne. Du matériel alors qui est très tentant, un vélo bureau, un siège à bascule. On peut peut-être imaginer que ça disperse plus que ça ne focalise les élèves. Tu me contredis ? Bien sûr, sinon je n'y serais pas. Mais voilà, il faut savoir que la classe flexible, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas vouloir tout changer d'un coup. Il faut y aller étape par étape. Moi, j'ai mis 3 ans pour arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai commencé par enlever quelques tables, mettre un ballon, parce qu'au final, maintenant, je n'ai plus de ballon d'ailleurs. Et une fois que les élèves avaient compris ce que j'attendais d'eux au niveau du fonctionnement, qu'il y avait des roulements, tout le monde allait pouvoir y aller sur le ballon, j'ai pu commencer à travailler aussi sur les ateliers autonomes, donc mettre petit à petit les ateliers autonomes en place. Moi, évoluer dans ma pratique, lâcher prise, faire des groupes. Et voilà, il a fallu 3 ans pour en arriver là à un fonctionnement, qui est aussi un fonctionnement d'école, parce que ma collègue aussi, avec les petits, en fait, commence le flexible, ce qui fait que c'est quand même plus facile aussi pour moi. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et puis en début d'année, alors ils ont tous envie d'essayer les assises, alors on fait un moment donné où tout le monde va essayer le vélo, tout le monde va essayer le tabouret. Et une fois que tout le monde y est passé, on dit ok, maintenant chacun prend une place. Si la place que vous voulez elle est prise, ça sera un autre moment. Prenez autre chose. Et si vraiment en début d'année ça peut arriver, il y a quand même un petit conflit pour une assise, j'en dis puisque c'est comme ça, c'est aucun des deux. Et puis voilà, c'est quelqu'un d'autre. Et au final, ça se règle très très vite parce que ils sont un peu frustrés de ne pas avoir ni l'un ni l'autre. Oui. Et puis, je trouve que ça permet de travailler sur les besoins. C'est-à-dire qu'on a envie d'essayer, ça nous amuse. Mais en fait, si ça fait que nous amuser, ça répond pas à un besoin. Donc, on s'en lasse. On a essayé, très bien. Mais ça correspond pas à notre besoin. Et du coup, la fierté, c'est de voir les enfants de ta classe avec le sourire. C'est ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir les enfants déjà venir heureux à l'école et contents. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est quand les parents nous font des petits commentaires et des petits retours positifs, parce qu'on sait que les retours négatifs, on les a facilement. Le positif, c'est plus compliqué, donc quand on en reçoit, on est très content. Très
Rémi, un autre symbole. Un autre signe, pardon. Gâteau. Non, qu'on a vu là. Ah, qu'on a vu. Sans le prononcer, Ah. pour que les enfants Ah ouais, attends, faut que je... le découvrent. On a fait les signes de politesse. Maman, c'est papa, s'il te plaît. Voilà, j'avais mélangé avec celui-là. La main à plat, c'est s'il te plaît. C'est pour ça que c'est important de faire attention à comment on fait la main, comment on fait le geste. Parce que Ah oui, s'il te plaît et maman, ouais, faut vous avez vu, faire... on fait le même mouvement, mais la main n'est pas pareille. Donc c'est important. Cette graine d'inclusion, d'ouverture aux autres, pour toi, elle doit donner quoi plus tard pour tes élèves? J'aimerais que ça donne des citoyens éclairés, comme on espère toujours, et qui soient ouverts aux autres, aux différences, pour qu'on puisse vivre dans un monde où tout se passe bien, idéalement. Très bien, faisons ce vœu, qui n'est pas un vœu pieux. Je partage cette idée que si on fait vivre ça à nos enfants le plus tôt possible, a priori, ils pourraient avoir envie de voir ça s'inscrire dans notre société. Ce chemin par rapport à l'inclusion, par rapport à la différenciation, par rapport à une pédagogie dite universelle, j'imagine qu'elle s'est construite au cours du temps, au cours de ta carrière. Est-ce que tu veux bien nous raconter tes débuts, tes questionnements, tes errements, et puis pour arriver aujourd'hui à une pratique qui semble plutôt stabilisée, en tout cas? Oui, alors du fait de ma propre spécificité, j'avais déjà travaillé autour de la 10, notamment lors de mon mémoire en fait de master. Et puis j'étais très sensibilisée parce que on a accompagné mon frère aussi qui est un peu plus jeune que moi, et donc ça vraiment ça me tenait à cœur d'aider les élèves déjà en difficulté. Et puis ensuite, je me rends compte dans la classe, au quotidien, que si on veut un esprit de classe apaisé, calme, où on est en situation de travail, faut que tout le monde puisse être en situation de réussite. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour que chacun réussisse. Et c'est quand même aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, mais finalement, c'est perdre du temps au départ pour en gagner. C'est vrai que cette histoire de prendre du temps, elle est importante dans ce format scolaire, dans cette forme scolaire où on va travailler finalement au lieu, à l'espace, comment il est configuré. Ça demande énormément de temps. Mais ce dont je me suis aperçue pour avoir fait le chemin que tu as fait, c'est que ce temps investi fait que dans cet espace-là, nos élèves sont suffisamment autonomes pour nous libérer du temps à nous, pour aller aider spécifiquement certains élèves et appuyer sur ce qui est vraiment pédagogique. Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est de les rendre autonomes pour ensuite aller aider ceux qui ont le plus besoin. Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir que 20 élèves aussi, donc c'est quand même une très grande chance. Et les petits effectifs, mine de rien, c'est très important. Et donc, j'ai le temps pour chacun. Là, les CP, la lecture, j'ai le temps de les faire lire en individuel, de les aider à l'apprentissage. Et ça, c'est le plus important, je pense, c'est le temps pour aider chacun. Là, je sais que vous allez tous reconnaître le pictogramme. Alors, gâteau. Gâteau. On ferme le poing sur la joue. Gâteau. Gâteau. Une avant-dernière question, tu nous décrirais l'école dans laquelle tu enseignes ? Alors, je suis dans une petite école de campagne. On est sur 2 sites. Donc ici, il y a 2 classes. Mais c'est quand même une grande école parce qu'on a un étage chacune. Donc moi, j'ai 2 très grandes pièces avec donc ma classe et la bibliothèque qui est attenante, mais qui me sert en fait de deuxième pièce aussi où on peut mener des ateliers, ce qui permet aussi de réduire le bruit. Et on a la même chose à l'étage. Et puis dehors, on a une très grande cour avec une partie en herbe et une partie goudronnée. Donc les enfants ont la place de circuler, ils ne sont pas les uns sur les autres. Et ça, c'est très appréciable. Je veux bien croire. Il nous reste 1 minute. Je crois que les résidents, du coup, vous avez préparé chacun le petit livre. Donc ils vont vous le remettre. Et On va vous demander quelle couleur vous préférez, parce qu'on a 2 couleurs de couverture, du vert ou du jaune. Est-ce que Du la vert même fille, c'est les mêmes, oui. Sauf le couleur. il y a de bleu. Voilà. Ça. Donc, Laura, Alexis, Rémi, allez-y. Vous demandez qui veut Qui quelle veut du couleur. jaune? C'est qui à faire? Merci. On peut dire merci aux résidents. Et puis vous pouvez aller vous préparer pour la cantine.
Une dernière chose, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre au moment où tu t'es lancé sur ce projet d'accueillir des personnes en situation de handicap dans ta classe ? Est-ce que tu aurais voulu entendre quelque chose, ou en tout cas, on peut le détourner et dire qu'est-ce qui pourrait rassurer des collègues pour se lancer ? Alors, si on veut se lancer, ce qui est important de mettre en place, c'est de bien communiquer avec les animateurs qui peuvent venir du foyer et de voir sur quel temps c'est le plus pertinent pour les résidents et sur combien de temps. Parce que la première année, on l'a fait, c'était sur la semaine paralympique et c'était long parce que c'était tous les jours. Et même pour mes élèves, c'était long. Donc, on a choisi ce format cette année de faire 2 heures par mois. Et c'est plus fluide et c'est plus rentable au final au niveau des acquis parce que ça revient aussi régulièrement. Merci beaucoup, Élodie. De rien. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.